et bonjour surtout à ceux qui regarderont cette vidéo plus tard, puisque cette masterclass est enregistrée. La masterclass porte sur le design thinking appliqué aux entrepreneurs, parce que vous le verrez, le design thinking peut s'appliquer à énormément de situations différentes et d'entités différentes. Aujourd'hui, ce qui était important pour moi, et je remercie Lionel et Fatima de m'avoir sollicité pour animer cette masterclass, ce qui est important pour moi, c'est de vous faire comprendre, à vous, entrepreneurs, qu'il est important d'intégrer le design thinking dans votre méthode d'innovation, dans votre méthode de conception de la solution que vous allez tester puis développer sur le terrain. Et qu'il est important pour ça de mettre l'utilisateur final au cœur de votre processus d'innovation. Moi, je m'appelle Hugo Caffarel, je suis actuellement coach d'entrepreneurs. J'ai coaché un peu moins de 300 entrepreneurs sur ces 3 dernières années. Je suis également consultant et formateur en design thinking et j'ai moi aussi monté une startup qui s'appelait qui a fait partie des 98-99% de startups qui ne passent pas la barre des 3 ou 4 ans en fonction des statistiques, mais qui est une aventure qui m'a permis d'apprendre énormément de choses sur ce qu'il faut faire en entrepreneuriat et surtout ce qu'il ne faut pas faire. J'ai vécu un certain nombre de situations que vous êtes peut-être déjà en train de vivre ou que vous allez vivre. Il y a certaines situations que je n'ai pas vécues et que vous allez vivre également. Je ne suis absolument pas là pour annoncer comment il faut faire et pourquoi il faut le faire, mais je suis là pour vous témoigner de ce que j'ai appris du design thinking dans ma propre aventure entrepreneuriale. Et aujourd'hui, dans mes coachings et mes interventions, j'utilise énormément cette méthode-là pour aider les entrepreneurs à gagner du temps dans leur processus d'innovation, éviter en tout cas de perdre du temps et éviter de se rapprocher du flop trop vite pour se donner plus de chances de réussir. Et dans mon parcours, j'ai été également développeur commercial pour Michel Augustin et export manager pour Michel Augustin. Et je suis issu d'une école de commerce où j'ai eu la chance de rencontrer Lionel, puisque Lionel était mon professeur de marketing. On va gagner du temps sur cette slide, puisque l'idée était de vous faire faire un tour de table en 60 secondes chrono pour me présenter un petit peu votre projet, le problème que vous adressez et la proposition de valeur que vous envisagez ou que vous êtes en train de mettre en place. Je vous demande d'excuser. Et on va attaquer directement dans le vif du sujet. Vous ne saviez peut-être pas, mais la première cause d'échec des startups, c'est la carence commerciale, d'après l'INSEE. Ça veut dire pas de clients. Personne ne veut payer. Vous avez passé beaucoup de temps à développer un produit ou un service qui finalement est très sympa, mais pas nécessaire. C'est le syndrome de l'inventeur, comme je l'appelle, c'est-à-dire que vous êtes entrepreneur d'abord parce que vous avez envie de donner vie à une solution, mais vous avez peut-être oublié quelque chose au passage pour que cette solution elle ait des chances de succès. Souvent, et ça je le dis à travers mon expérience et mon observation des dizaines, centaines d'entrepreneurs que j'ai pu côtoyer et coacher, souvent la cause inhérente à cet échec, c'est notre ego d'entrepreneur, parce que assez naturellement, on devient amoureux de notre idée, on devient amoureux de notre projet, et beaucoup d'éléments extérieurs contribuent à ce qu'on soit amoureux de notre projet. Alors en réalité, c'est pas tellement l'idée qui prévaut à ce stade, au démarrage de votre aventure entrepreneuriale, c'est plutôt votre capacité à vous attacher aux problèmes de vos clients. Et c'est tout l'intérêt du design thinking, vous le verrez. Un ami qui est également consultant en design thinking m'avait dit un jour qu'il utilisait cette métaphore pour inciter les gens à utiliser le design thinking. Il disait, mais est-ce que vous vous amuseriez à jouer aux fléchettes dans une salle en ayant les yeux bandés, en ne sachant pas où est la cible, en ne sachant pas où est la fléchette, et en n'ayant aucune autre information pour pouvoir être sûr de viser juste? Eh bien, lancer une aventure entrepreneuriale sans passer par les étapes que je vais vous présenter ensuite, ça revient un petit peu à jouer aux fléchettes à l'aveugle et à tenter d'atteindre ce qu'on appelle le product market fit à l'aveugle, c'est-à-dire d'espérer que votre produit rencontre son marché un peu par hasard. Alors, je voudrais faire un très rapide retour d'expérience sur ma propre aventure. Donc, ça, c'est moi il y a quelques années avant d'être papa. Et à ma gauche, enfin à ma droite sur la photo, c'est Maxime, mon ancien associé. Nous avions lancé une entreprise qui s'appelait qui était un chatbot destiné à lever un certain nombre de barrières pour les
consommateurs qui souhaitaient mieux manger dans leur quotidien. J'ai coutume de dire que le design thinking a failli sauver ma boîte. L'aventure commence en 2015 et elle finit en 2020. Je dis failli parce que le design thinking est arrivé assez tard dans notre aventure entrepreneuriale. Et vous voyez en rouge, vous voyez des informations en rouge, des informations en vert. Ce sont les choses que, d'après moi, on a bien fait ou mal faites. Et a posteriori, on s'est rendu compte avec mon associé qu'on a fait beaucoup de choses avec beaucoup de spontanéité. Et en fait, la spontanéité ne suffit pas pour monter une entreprise. Cette spontanéité nous a permis de faire des choses bien, sans le savoir à l'avance, mais cette spontanéité nous a aussi amené à tomber dans des écueils entrepreneuriaux qui ont précipité l'entreprise vers la liquidation en 2020. Pour revenir sur les quelques points clés de notre aventure, en 2015, je pitch une idée de supermarché innovant en vidéo dans un concours organisé par les Échos, avec une rhétorique rempli de lieux communs, c'est-à-dire rempli de banalités qui forcément allaient générer l'adhésion des spectateurs et des jurys, avec un certain nombre de biais de confirmation de l'idée que je présentais. Et effectivement, j'ai gagné ce concours et ça m'a permis d'être exposé dans les médias et de rencontrer mon associé Maxime par ce biais. Bon, issue assez positive, mais démarrage de la mauvaise façon. L'année d'après, puisque c'était en fin d'année, l'année d'après, j'ai entamé un tour de France du supermarché idéal. L'idée était d'aller à la rencontre d'entrepreneurs, de bâtisseurs qui avaient imaginé des nouvelles solutions pour réinventer la distribution alimentaire. Alors là, pour le coup, une spontanéité de ma part qui m'a amené à faire les choses dans le bon sens, c'est-à-dire aller sur le terrain, rencontrer, parler à des gens qui ont de l'expérience pour pouvoir capter un certain nombre d'informations qui me permettent d'affiner mon idée et ma vision du problème. Suite à ce Tour de France, j'ai pivoté. J'ai fait un pivot d'usage, c'est-à-dire qu'initialement j'envisageais un lieu dédié, un lieu réel où apporter ma solution, et finalement j'ai pivoté vers l'idée d'un service digital, et à ce stade-là, on commençait à intégrer Maxime, mon associé, dans le projet. 2016 toujours, on se dit qu'il faut tester quelque chose rapidement, facilement, avec très peu de moyens, de manière bootstrappée, comme on dit, c'est-à-dire on pense quelque chose un jour, le lendemain on le teste, le surlendemain on le mesure, et le surlendemain on le modifie ou on l'affine. On a testé quelque chose, un programme qui a duré un mois, qui s'appelait Mister Tips, qui était un média, un micro-média via un chatbot sur Messenger. On a eu très vite 2000 personnes qui se sont inscrites en 2 mois pour tester ce projet. Ils ont testé le concept pendant un mois. On a récolté énormément de feedback, d'informations sur leur ressenti, l'utilité du contenu qu'on leur avait poussé, l'efficacité de l'expérience digitale qu'on leur avait proposée, etc. Tous les jours, on récoltait du feedback et à la fin de ce mois d'expérience, on était enrichi d'énormément de feedback et d'énormément d'informations et de données également qui auraient pu et auraient dû nous aiguiller sur la façon de développer notre produit. L'année est finie, on commence à développer notre projet qu'on renomme et là, on passe 9 mois à développer ce projet sur la base de cette expérience. Sur la base également de quelques immersions chez des consommateurs pour ouvrir leur frigo, leur placard, pour aller réellement comprendre comment ils se nourrissent, comment ils achètent, comment ils consomment. Là, jusque-là, on était toujours dans la bonne spontanéité. Et puis, c'est là que la plupart des entrepreneurs se perdent. C'est à ce moment où on se dit qu'il faut passer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de nocturnes, impliquer beaucoup de personnes, des prestataires, des bénévoles dans notre projet pour que le produit, la solution, lorsqu'on la sortira, soit efficace, fasse mouche et le succès qu'on espère. Et c'est là qu'on s'est perdu parce qu'on a pris beaucoup trop de temps à travailler en vase clos, à développer une usine à gaz, à se faire, je dirais, à se faire euh, enjoliver par les médias, par une couverture médiatique assez forte, puisqu'on avait Forbes, Le Monde, Les Échos qui écrivaient sur le projet qui était attendu, parce qu'on avait déjà communiqué dessus en amont. On a eu jusqu'à 10 000 personnes en liste d'attente avant le lancement du projet. Donc ça, tout ça, c'est ce que j'ai marqué en rouge, c'est des ego boosts. Ça fait du bien au moral, mais ça ne sert à rien sur le produit et ça ne nous dirige pas forcément vers le bon produit. C'est des biais de confirmation, c'est-à-dire des choses qui vous donnent l'illusion que vous êtes dans la bonne direction alors que peut-être pas. Et donc, lorsqu'on a lancé notre premier conseiller culinaire sur Messenger via une technologie de chatbot qui avait le vent en poupe en 2017, eh bien, ça a été un fail.
Il faut le dire, ça a été un fail. On a eu 50 abonnés sur 10 000 personnes en liste d'attente. C'est un taux de conversion ridicule. Et on a tout tenté pendant, je dirais, 3-4 mois, je pense, de mémoire, pour se dire le lancement n'est pas la preuve de l'échec ou de la réussite, il faut se donner le temps. Au bout de 4 mois, il fallait se rendre à l'évidence. Le produit, personne ne le comprenait, personne n'en comprenait la valeur. Et si personne ne comprend la valeur de votre produit, alors c'est que la valeur, elle n'est pas claire, voire même qu'elle n'a pas, que le produit n'a pas de valeur. Et donc, force est de constater que c'est un échec. À ce moment-là, un ami start-upper vient nous aider, il s'est formé au design thinking. J'entends le mot design thinking pour la première fois. Il nous propose d'être ses cobayes et d'accepter de jeter 2 ans et demi de boulot, 2 ans de boulot, de mettre tout ça de côté et d'utiliser une partie de notre base d'utilisateurs sur les 10 000 personnes, d'aller chercher 200 personnes qui veulent bien bêta-tester quelque chose de nouveau. Et avant cela, l'étape nécessaire et indispensable, c'était de prendre le temps d'aller les questionner, d'aller mener des interviews, de mener des enquêtes pour enfin, cette fois, toucher du doigt un vrai problème à résoudre et non pas juste une jolie solution à développer. Je vous la fais courte parce que le but, c'est pas de m'étaler sur mon aventure, mais simplement vous dire que le design thinking, vous le voyez, est arrivé très tard, trop tard, que le résultat, c'est qu'en 6 mois après le lancement du bêta-test, on est passé de 200 bêta-testeuses, c'était très féminin, à 100 000 utilisateurs en croissance organique, sans aucune communication, simplement par une mécanique de parrainage et de gamification en seulement 6 mois, avec 75% de rétention, avec une conversion avec des taux de conversion incroyables, qui enfin pouvaient nous destiner à développer des business models efficaces. Seulement, voilà, ça faisait 3 ans qu'on bossait, l'entrepreneuriat, ça use. Il était trop tard, donc mon associé, inéluctablement, est parti. Moi, j'ai essayé de tenir le navire quelques mois de plus, et en 2020, il a fallu se résoudre à liquider la boîte. Et tout ça pour vous raconter que faire les choses au doigt mouillé, avec notre spontanéité, c'est bien, ça peut nous mener à faire des choses efficaces, mais ça peut aussi nous mener vers des erreurs qui ne donneront aucune chance à votre entreprise de passer ce cap des 2 ou 3 ans et passer au stade du développement commercial. Moi, j'en tire 4 enseignements principaux. Fuyez les biais de confirmation de l'idée, tout ce qui vous donne l'illusion que votre idée est bonne, votre entourage, les médias, le fait de gagner des concours, les tendances, le fait de s'inscrire dans une tendance, par exemple l'intelligence artificielle. C'est pas parce que votre projet traite d'intelligence artificielle qu'il aura du succès parce que tout le monde parle d'intelligence artificielle. Tous les moments de networking où vous parlez, vous pitchez votre idée et où les interlocuteurs en face répondent que c'est génial, alors qu'en fait, posez-vous la question de est-ce que vous seriez à l'aise de dire à quelqu'un que son idée n'est pas géniale? Et en fait, tous ces éléments-là, toutes ces situations vous confirment que votre idée est bonne, alors qu'en réalité, la seule chose qui confirmera que votre idée est bonne, c'est si des utilisateurs l'utilisent et si des clients payent pour ça. Le deuxième enseignement, c'est de privilégier des propositions de valeur simples, uniques, lisibles, claires, qui adressent un besoin clair et évident et qui délivrent une valeur évidente également. Nous, on était rentré dans un développement de produits usine à gaz et souvent, quand on développe un produit, on a envie d'en faire trop, on a envie d'avoir énormément de fonctionnalités, on a envie de répondre à tous les problèmes et tous les besoins qu'on croit avoir identifiés, alors qu'en fait, si on répond à trop de besoins, on répond à aucun besoin. La réalité, c'est qu'il faut démarrer à petite échelle sur un seul besoin avec une fonctionnalité clé. Et en tout cas, quand je dis il faut, je me reprends. Disons que ceux qui s'y prennent de cette façon-là ont généralement plus de succès que ceux qui développent énormément de fonctionnalités et qui adressent énormément de besoins au même moment dès le début. Je vous l'ai dit en introduction, troisième enseignement, intégrer l'utilisateur final à chaque étape de la création d'entreprise. Et donc, on va le voir juste après sur le processus et sur la méthode du design thinking. Et puis, quatrième enseignement, vous devez le sentir, hein, le temps est une valeur extrêmement précieuse chez l'entrepreneur, certainement plus que l'argent au début. Et donc, ne gaspillez pas votre temps parce que ce temps-là, il ne se rattrapera pas et il viendra un moment où il faudra tirer les conclusions qui s'imposent. Alors, parlons de design thinking. Le design thinking, déjà, qu'est-ce que ça n'est pas? Ça n'a rien à voir avec du design au sens où on entend les meubles scandinaves, esthétiques, stylés, hype, ça n'a rien à voir avec ça. Et puis, le design thinking, ce n'est pas une action de réflexion seulement. C'est en fait, en réalité, vous le verrez beaucoup, une action de terrain, un sujet d'action, et non pas uniquement un sujet de réflexion, même s'il y a une grande part d'analyse, évidemment,
dans ce travail. Alors, j'ai un petit souci d'affichage, mais vous pouvez lire le titre, je pense. Le design thinking, c'est quoi? Déjà, commençons par la définition. Le design thinking, c'est une méthode d'innovation qui est centrée sur l'utilisateur. Et l'objectif de cette méthode, c'est de concevoir des services ou des produits innovants, tout simplement. C'est aussi une méthode qui permettra de donner vie hyper rapidement à une solution, que cette solution soit complètement nouvelle ou que cette solution soit en fait une amélioration d'une solution existante. Et le but, c'est que cette solution réponde parfaitement aux problèmes et aux besoins des utilisateurs. C'est une méthode qui est née dans les années 80 à Stanford University et qui a fait son bout de chemin en sillonnant d'abord dans le milieu du design et en sortant de ce milieu pour être appliquée dans tout un tas de domaines et de secteurs. Alors, dans quel cas faut-il avoir recours au design thinking? D'une part, vous pouvez avoir recours au design thinking quand, et vous avez intérêt à le faire, quand vous sentez que pour faire avancer votre projet, vous passez votre temps derrière le PC, vous enchaînez des réunions, des discussions, des meetings avec des gens qui vous conseillent, vous passez beaucoup de temps à écrire des idées, à réécrire des idées, à définir un plan d'action, etc. Bref, quand vous êtes trop dans la réflexion, au moment où vous êtes en train pourtant de lancer votre entreprise, c'est qu'il est temps d'avoir recours au design thinking parce que vous n'êtes pas en ce moment en train de convier des utilisateurs, des futurs clients, des prospects dans votre processus de réflexion et vous êtes déjà dans une zone à risque. Le deuxième cas dans lequel vous pouvez et vous devez avoir recours au design thinking, c'est quand vous remarquez que ça fait des semaines que vous vous êtes dit, je veux créer mon site internet parce que c'est la pièce maîtresse pour pouvoir montrer ce que je veux commercialiser dans le futur. Et il faut que mes futurs clients voient quel est mon produit, mon service, ou en tout cas le produit-service auquel je pense et que j'imagine. Et que vous passez des semaines à réfléchir à une maquette de site internet, à l'arborescence, au contenu, à créer du blog, etc. Alors que vous n'avez jamais ni même créé une version minimaliste de votre de votre produit ou de votre service, et encore moins testé ce produit ou ce service sur des vraies personnes. Si vous êtes dans ce stade-là, à ce stade-là, vous avez tout intérêt à vous intéresser au design thinking. Ensuite, troisième cas, vous vous rendez compte que la plupart des décisions que vous prenez sur la solution que vous envisagez, ben, vous prenez ces décisions en fonction de votre propre expérience uniquement, ou pire, de l'avis de votre entourage. Votre entourage n'est probablement pas, sauf exception, votre client final. En tout cas, il ne suffit pas, votre entourage ne suffit pas pour déterminer votre client final. Et donc, si vous prenez vos décisions en fonction de votre maman, votre frère, votre copain, copine, vos amis en soirée, c'est que vous avez très intérêt à vous intéresser au design thinking pour intégrer plutôt les utilisateurs finaux au lieu de votre entourage dans votre réflexion et votre processus d'innovation. Et puis, je dirais un quatrième cas, mais en fait, les cas sont nombreux. Vous pouvez vous intéresser au design thinking si le produit, le service que vous vous apprêtez à lancer n'a jamais fait l'objet du moindre pivot dans votre tête ou dans le processus d'innovation. Si votre produit que vous lancez ou votre service que vous lancez aujourd'hui est exactement l'idée que vous aviez il y a 1 an ou il y a 6 mois, c'est que peut-être vous avez loupé quelque chose et que vous avez foncé vers votre solution et que vous avez été un petit peu amoureux de votre solution au lieu d'être amoureux du problème. Mais il arrive qu'il y ait des génies qui réussissent directement à lancer un produit qui correspond à leur idée initiale et où le produit fonctionne, bien sûr. Il y a des exceptions. Alors pourquoi, pour finir, pourquoi le design thinking est essentiel? Parce que je vous l'ai dit, développer une solution, ça se fait jamais au doigt mouillé. Parce que votre temps est précieux, donc vous ne pouvez pas vous permettre de perdre et de perdre 6 mois sur un développement qui risque de faire flop. Vous savez que souvent, la plupart des entrepreneurs ont 2 ans pour développer leur activité. 2 ans, ça passe extrêmement vite. Et puis, je ne connais pas, à titre personnel, d'entrepreneurs ou d'entreprises qui ont réussi à développer un must-have sans connaître parfaitement les problèmes et les besoins de leur cible. J'ai rencontré Frédéric Mazzella il y a assez longtemps, il y a 15 ans, donc Frédéric Mazzella, fondateur de Blablacar. Je l'ai rencontré dans les couloirs d'une télé associative où il venait présenter son projet de covoiturage qui n'avait aucun succès à l'époque et où il en était déjà à sa 3e version. Il était déjà à la 10e version du business model. Ça ne marchait pas, ça ne prenait pas, il n'y avait aucune communauté. Ça a pris des années avant que Blablacar ait le succès d'aujourd'hui. Et à cette époque-là, je me demandais bien quel était ce gars qui avait déjà changé de version 10 fois en 2 ans et qui avait déjà passé 2 ans sur son projet sans réussir.
Et je vous avoue qu'à l'époque, je l'ai un peu jugé, et mal jugé, puisqu'aujourd'hui, c'est certainement un des entrepreneurs français les plus successful, et moi pas. Donc, tout ça pour vous dire, on ne réussit jamais du premier coup, et il va falloir essayer, il va falloir se tromper, il va falloir faire des erreurs pour pouvoir atteindre un jour ce product market fit. Je passe rapidement sur cette slide, mais simplement pour vous dire que le design thinking, c'est utile pour toutes et tous dans énormément de situations. C'est utile pour vous, entrepreneurs, c'est aussi utile pour les intrapreneurs, mais c'est utile pour les startups, pour les TPE, PME qui ont besoin de repenser, d'élargir leur gamme, ou c'est également utile pour les grandes entreprises qui ont besoin de rester connectées au terrain et aux clients. Mais c'est aussi utile, le design thinking, dans plein de situations où on a besoin de mettre en place des solutions pour que les choses s'améliorent, et ça peut être le cas d'une DRH d'entreprise qui veut améliorer le processus d'intégration des nouveaux collaborateurs et qui se rend compte qu'il y a des choses qui ne marchent pas et qui a besoin de savoir pourquoi ça ne marche pas et comment ça pourrait mieux marcher. Voilà. Design thinking, c'est un processus d'innovation qui permet d'envisager des expériences efficaces ou des meilleures expériences, de les améliorer pour, encore une fois, correspondre aux besoins des parties prenantes, des utilisateurs pour lesquels vous développez votre solution. Je passe sur cette slide où j'aurais aimé vous faire parler, mais personne n'est derrière l'écran en capacité d'interagir vocalement, donc on passe sur cette slide. Et je vais vous détailler en quelques images la méthode du design thinking, juste après avoir bu un petit verre. Donc le process, il est simple en réalité. Le design thinking, j'ai toujours tendance à dire que c'est beaucoup de bon sens, vous allez le voir. C'est un process en 5 étapes. Vous les avez sous les yeux. Les 5 étapes sont l'empathie, la définition, l'idéation, le prototypage et le test. Alors ici, sur cette image, vous voyez ce process de manière linéaire. Je vais vous expliquer que ce n'est pas forcément le cas. Mais d'abord, prenons les 5 étapes très rapidement. L'empathie, ça consiste à se mettre à la place, ou en tout cas à ressentir les choses à la place des autres, à la place de vos futurs utilisateurs pour mieux les connaître. La définition, c'est la phase où on va être en capacité, avec suffisamment d'informations sur nos utilisateurs, à définir le problème auquel on veut répondre, le problème qu'on veut résoudre avec notre solution. L'idéation, c'est le moment où on fait fuser les idées, on imagine le plus de solutions possibles, avant ensuite d'aller dans la phase de prototypage où on va, après avoir sélectionné les idées les plus porteuses, tester des versions embryonnaires, voire plutôt se représenter des idées de manière un peu plus visuelle ou un peu plus concrète, pour ensuite les tester auprès de nos cibles. Je vous l'ai dit, le process, il est simple, il vous paraît linéaire, mais en réalité, il est surtout itératif. Le design thinking, la clé, c'est que la boucle ne s'arrête jamais. C'est pas parce qu'on est passé par les 5 étapes qu'on a fini le boulot. En fait, le design thinking, c'est une méthode qui s'applique en continu à tous les stades de développement de votre activité et il est nécessaire de ne jamais s'arrêter à re-rentrer en empathie avec ses utilisateurs pour mieux définir le problème et re-réfléchir aux idées et aux solutions. Je vous l'ai dit, même les grands groupes appliquent le design thinking. C'est itératif aussi parce que parfois on se trompe et qu'il est nécessaire de revenir à la première étape pour affiner la dernière. C'est aussi une méthode et un process qui est très exploratoire. Au début, les phases d'immersion sont très brouillonnes, on a l'impression de partir dans tous les sens, mais in fine, à la fin de ce processus de travail, on arrive à quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus limpide, beaucoup plus lisible. C'est aussi un processus à 2 vitesses. Alors là, je vous introduis très rapidement ce qu'on appelle le double diamant dans le design thinking. Le double diamant, donc c'est la forme de ces 2 carrés pivotés. Vous voyez à l'écran qu'on retrouve les 5 phases. On retrouve 5 phases. Hein. La première phase, c'est la phase d'immersion. La deuxième phase, définir, idéation, prototyper et test. Et en fait, vous voyez que visuellement, on se rend compte que la phase d'immersion, elle s'ouvre. C'est un entonnoir qui s'ouvre. Alors que la phase de définition, elle se ferme vers un challenge. Puis, on réouvre l'esprit et la méthode de travail dans la phase d'idéation pour ensuite refermer l'angle au moment du prototypage. Le double diamant, c'est en fait un concept qui nous permet de nous rappeler qu'en phase d'immersion, on est là pour capter le plus d'idées et d'ouvrir le plus largement les bras sur les informations qu'on peut récolter, alors que la phase 2, qui consiste à définir le problème, le but c'est de synthétiser, de rassembler,
de prioriser aussi évidemment les informations, de pondérer les informations pour arriver à un problème en une phrase ou en une ligne ou en un paragraphe, après avoir peut-être passé un mois ou des semaines, en tout cas, dans la phase précédente d'immersion. Et puis la phase d'idéation, vous le comprenez, c'est encore une fois une phase où on ouvre grand les bras vers le plus grand nombre d'idées. Le but, c'est de générer le maximum d'idées dans cette phase-là, alors que la phase suivante, le prototypage, je vous l'ai dit, le but, c'est de sélectionner quelques idées et de les rendre réelles. Vous verrez comment juste après. Voilà, donc simplement pour se rendre compte, le premier carré, c'est l'espace problème, on traite le problème. Le deuxième carré, c'est l'espace solution, c'est-à-dire c'est le moment où on va faire naître des idées et les confronter au réel. Alors, le design thinking, c'est une méthode, je vais détailler les étapes juste après, mais c'est aussi, voire même avant tout, un état d'esprit, un mindset. Henry Ford, très célèbre entrepreneur, on lui prête cette citation. Si on avait demandé aux gens ce dont ils avaient besoin, ils auraient répondu des chevaux plus rapides. Ford est un de ceux qui a le plus contribué à l'essor de l'industrie automobile. Tout ça pour vous dire que c'est un état d'esprit d'empathie, d'humilité, d'analyse et de résolution de problèmes. C'est un état d'esprit où on part du principe, et c'est largement représenté dans la philosophie de Socrate, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. On part du principe qu'on a tout à découvrir, qu'il faut se mettre à la place des utilisateurs, qu'il faut tout faire pour les comprendre, et qu'il faut avoir une capacité d'analyse et une volonté de résoudre les problèmes pour pouvoir créer une solution qui sera viable et qui sera pertinente. Dans l'état d'esprit du design thinking, on dit souvent en anglais try fast, fail fast, learn fast. Le but, je vous l'ai dit au moment de vous présenter ma propre aventure, mon propre retour d'expérience, il est important d'agir vite, d'essayer très vite une solution, bien qu'embryonnaire, bien qu'imparfaite, de l'essayer très vite, d'accepter d'échouer très vite, comme l'a fait Frédéric Mazzella de Blablacar, qui a testé énormément de versions de son concept avant d'arriver au succès. Et il ne suffit pas d'essayer et d'échouer, il faut surtout tirer des apprentissages, des enseignements de ces échecs pour pouvoir à nouveau essayer, échouer, apprendre et, in fine, de moins en moins échouer et d'enfin atteindre le succès après un certain nombre d'itérations. On dit souvent aussi dans le design thinking, better done than perfect. Il vaut mieux faire que parfaire. C'est-à-dire que un rond mal dessiné, comme vous le voyez à l'écran, reste un rond, alors qu'un rond dont on cherche la perfection, il est plus long à terminer, et parfois on ne le termine jamais. Alors pas simplement parce qu'on cherchait la perfection. Tout ça pour dire qu'il vaut mieux agir, être dans l'action, être dans l'essai, dans l'humilité d'essayer des solutions qui ne sont pas parfaites, que de viser la perfection, de passer 9 mois à développer une usine à gaz, et in fine, d'atteindre cette usure entrepreneuriale ou cet échec que mon associé et moi avons connu. Alors, je vous l'ai dit, le design thinking, c'est 5 étapes. On l'a vu, empathie, définition, idéation, prototype et test. Je vais revenir sur les étapes un peu plus en détail, et vous allez le voir, je vais mettre un focus surtout sur les 2 premières. Parce qu'à mon sens, ce sont les 2 premières qui déterminent tout le reste, surtout lorsqu'on est entrepreneur et qu'on est en train de démarrer son aventure entrepreneuriale ou qu'on est en train on est déjà passé à la phase d'idéation. La plupart des entrepreneurs passent à la phase d'idéation, c'est-à-dire d'imaginer la solution et de se lancer dans la conceptualisation sans avoir au préalable passé du temps d'empathie, de rencontre de ses futurs utilisateurs et de définition du problème. Donc je vais faire un focus là-dessus, quand bien même je vais aborder aussi les 3 dernières étapes, mais je me rends compte par mon expérience depuis que ce sont souvent les étapes qui sont sacrifiées à tort. Alors la première étape, l'empathie, ça consiste en quoi? Ça consiste à mettre l'humain au centre de vos préoccupations constamment. Pas seulement lors de cette étape, mais constamment. C'est aussi un état d'esprit à adopter pour toujours dans votre aventure entrepreneuriale. C'est une approche qu'on dit anthropologique parce que ça consiste à passer beaucoup de temps à observer des comportements, à étudier le mode de vie et de consommation de vos futurs utilisateurs. Et par cette observation, par cette analyse, par cette écoute, c'est de réussir à identifier des problèmes et des points de douleur dont les utilisateurs n'ont peut-être pas forcément conscience,
Et vous vous en souvenez, je viens de citer Ford qui disait que les gens voulaient des chevaux plus rapides parce qu'ils n'avaient pas forcément conscience que la solution serait peut-être la voiture. Et là, je ne lance pas de débat sur l'impact carbone de la voiture, bien sûr. L'objectif de cette étape, c'est de repérer le ou les problèmes de vos futurs clients, de votre cible en tout cas, et d'identifier quel est le moment dans leur expérience, quelle est la situation que vous pourriez être en capacité peut-être d'améliorer ou non. Et peut-être qu'à ce stade, dans cette phase, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de situations où vous pourriez intervenir et imaginer une solution. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le mieux est l'ennemi du bien. Vous avez tout intérêt à aller très vite vers une de ces situations que vous vous sentez en capacité de résoudre, plutôt qu'à chercher à résoudre toutes les situations dans un domaine. Quels sont les outils qu'on utilise au stade de l'empathie? Eh bien, on utilise quelque chose que vous connaissez déjà peut-être, le persona, mais en fait, à ce stade, on utilise ce que j'appelle un proto-persona, c'est-à-dire un persona qui sort de notre esprit. Alors qu'en réalité, un persona, c'est souvent la synthèse de ce qu'on a compris et observé et entendu de la part de réelles personnes. C'est une synthèse non pas fictive, mais réelle. Donc le proto-persona à ce stade, c'est remplir son persona. Je vais présenter le Canva pour ceux qui ne connaissent pas le persona juste après. Mais c'est remplir un persona, c'est-à-dire un profil type, un portrait robot de la cible que vous imaginez. Parce que sans ça, tant qu'on ne sait pas qui on vise, ça va être compliqué de dérouler la suite. Ça ne veut pas dire qu'on sait qui on vise avec certitude, ça veut dire qu'on a une intuition et qu'on va aller ensuite la vérifier. Donc les outils qu'on utilise également, et surtout, c'est l'immersion, l'observation. On appelle ça le shadowing, c'est-à-dire être un peu l'ombre de l'utilisateur. Je vous donne un exemple. Vous voulez résoudre l'expérience client dans la grande distribution, par exemple, pour prendre un exemple qui m'est cher. Eh bien, vous pouvez suivre les clients qui sont en train de faire leurs courses, les regarder faire, les regarder hésiter, les entendre parler s'ils sont deux pour chercher un produit dans un rayon, chercher un conseiller qu'ils ne trouveront pas pour avoir de l'information, etc., etc. Bref, c'est ça l'observation, l'immersion, c'est venir au plus proche de la situation de la personne dont vous cherchez à résoudre un problème. Ça, c'est une chose qui vous coûte rien, qu'il est facile de faire dans la plupart des cas, pas toujours, mais dans la plupart des cas, c'est de voir une personne en situation, en train de vivre une expérience que vous cherchez vous-même à résoudre ou que vous cherchez à améliorer. L'autre outil, qui est mon outil chouchou, qui est mon outil clé, ce sont les interviews. Les entretiens exploratoires, les entretiens empathiques, ce sont des situations en face à face où vous posez des questions et où vous faites parler votre cible pour apprendre le plus de choses possible. Et vous êtes d'accord avec moi pour dire que on a tendance à apprendre énormément de choses d'un ami aussi, lorsqu'on est en face à face en train de boire un café, et beaucoup plus que quand on est dans une soirée à se donner deux, trois informations rapidement ou sur WhatsApp en train d'échanger des nouvelles. On n'arrivera jamais à avoir plus d'informations qu'en passant du temps de conversation en face à face avec une personne qui correspond au type de personne qu'on cherche à aider. Il y a des outils également qu'on évoque souvent, ce sont les sondages, les enquêtes en ligne. Je vous ai mis quelques noms si vous avez besoin de chercher un outil d'enquête en ligne, mais j'ai tendance à recommander de faire ce genre d'enquête en ligne en deuxième étape après avoir passé du temps en entretien exploratoire parce que à ce stade, peut-être vous n'êtes pas en capacité de poser les bonnes questions dans une enquête en ligne et ce serait dommage de passer du temps à développer une enquête en ligne, aller chercher 200, 300 réponses pour finalement se rendre compte que les réponses sont pas très exploitables et que les questions, on aurait dû les poser autrement si on avait su viser plus juste. Excusez-moi. Et on parle souvent des focus group, j'en parlerai pas forcément aujourd'hui, mais ce sont aussi des outils qui nous permettent de rentrer en empathie et d'apprendre énormément de choses sur la façon dont les utilisateurs peuvent capter l'intention qui est la vôtre, le produit, essayer, tester, expérimenter quelque chose. Ou voir simplement des personnes en train d'interagir avec un objet concurrent. Alors, je voudrais revenir... Hugo, Oui, pardon, je te coupe, Hugo. Il y a une question de Kevin qui oui, demande super, qu'est-ce je ne la vois pas. qu'un focus group, si tu peux lui expliquer. Il n'a pas Alors, trop compris. Focus Group, mais je pense qu'en fait, là-dessus, moi, je vais donner la parole à Olivier parce que c'est un professionnel du sujet et moi pas. Mais Focus Group, globalement, c'est un moment où on réunit un groupe de personnes pour les mettre dans une situation et potentiellement les questionner, les observer, les voir faire, les faire réagir à des questions, à des situations, à des produits, à des expériences. Mais Lionel, si vous voulez ajouter quelque chose, sentez-vous libre parce que vous êtes plus un expert que moi là-dessus.
Euh, oui, le focus group, en fait, une approche qualitative, d'études qualitatives, qui est organisée et animée généralement par une personne dont c'est le métier, c'est-à-dire que l'entrepreneur va briefer un animateur de focus group, et on peut aussi le faire soi-même. D'ailleurs, dans la ressourcerie, tu as, Kevin, un support que j'avais animé en masterclass. D'ailleurs, normalement, tu as dû assister à cette masterclass, ou en tout cas, le replay est dans la ressourcerie, où j'expliquais l'ensemble des méthodes quanti et qualitatives, et entre autres celle du focus group. Donc, tu vas inviter, généralement, on essaie de se limiter à une dizaine de participants maximum, quitte à organiser plusieurs focus group. Tu as un guide d'animation, c'est-à-dire que tu invites des bénéficiaires potentiels ou des parties prenantes de ton écosystème. Tu as prévu de valider un certain nombre d'hypothèses ou d'explorer de façon qualitative un certain nombre d'hypothèses lors de cette discussion de groupe. Et ensuite, tu as plusieurs méthodes d'animation de ton focus group. J'en avais détaillé dans la masterclass, et tu verras quatre, cinq différentes. En tout cas, tu choisis les méthodes d'animation, tu structures ton guide d'animation, et surtout, tu construis ton guide d'animation en fonction d'objectifs de collecte d'informations, ou de co-innovation, ou de co-construction. Tu peux le faire sur des constructions d'argumentaire ou autres. Et donc, ça dure généralement 1 heure maxi. Et tu organises plusieurs focus group, avec soit la possibilité de faire appel à des professionnels, des experts du secteur. Dans ce cas-là, ça peut porter un autre nom, ça peut porter le nom de groupe Delphi. Tu peux le trouver sous cette forme-là dans les ressources que tu trouveras en ligne. Ou alors tout simplement des bénéficiaires lambda. Et en aucun cas, tu ne peux retirer d'un groupe Delphi tu ne peux hiérarchiser les réponses ou quantifier les réponses obtenues. Tu es vraiment sur l'exploration qualitative. Super, merci Lionel pour cette précision. Je viens de me voir à l'écran, je suis désolé, je suis pas dans mon état normal parce que je suis un petit peu malade depuis un mois, donc vraiment navré pour le visuel, mais j'espère qu'en tout cas Non, il n'y a pas de l'intention et la problème. voix restent correctes. Hein, tout va bien, t'inquiète pas. C'est parfait. Vous voyez toujours la slide? Oui, oui. Ok, parfait. Voilà, je le disais, l'empathie, c'est vraiment le stade essentiel et souvent sacrifié dans le processus d'innovation. Il est essentiel parce que c'est le moment où on est au plus proche, où on prend le temps d'aller questionner, rencontrer et converser avec nos peut-être futurs utilisateurs, ou en tout cas notre cible à ce stade. C'est là où on apprend à mieux viser. C'est là où on apprend, in fine, quels sont les points de douleur, c'est-à-dire les situations qu'il est nécessaire de résoudre avec votre solution entrepreneuriale. Sans cette phase-là, en général, on a tendance à se reposer sur sa propre expérience, ses propres ressentis, sa propre observation non empirique, et c'est toujours une zone de danger quand on prend pas le temps d'aller enquêter. Et en fait, c'est un travail, peut-être que j'apprécie pour cette raison, c'est que c'est un travail très journalistique. En réalité, c'est un travail d'enquête, c'est un travail je pars du principe que je ne sais pas, je vais chercher à savoir et je vais tirer des pelotes de laine pour essayer de dérouler le fil de pensée de la personne que j'ai en face de moi. Euh, et en captant toutes ces pensées, toutes ces situations sur un certain nombre, un éventail, un échantillon représentatif de ma cible, un certain nombre de personnes, que ce soit en quanti ou en quali, eh bien, je vais avoir une vision beaucoup plus claire du problème que je veux résoudre. Donc là-dessus, l'outil clé, l'entretien exploratoire, donc l'interview en face à face, je vous ai mis quelques tips sur lesquels j'ai tendance à former. Alors, je prends en général beaucoup de temps pour former sur chacun des tips, mais je vous les mets quand même. J'espère qu'ils sont assez autoportants pour que vous les compreniez. Les premiers, bon, bah, c'est simplement le format de l'entretien et des entretiens. Je vous conseille 5 à 10 entretiens dans un premier temps, et de faire des séries en fait d'entretiens, de répéter ce travail de 5 à 10 entretiens régulièrement dans votre processus d'innovation. À partir de 45 minutes de conversation, on commence à tirer de la matière intéressante. Les entretiens peuvent aller jusqu'à 1 h 30, 2 heures, 3 heures. Il faut que ça corresponde à votre persona. Le but n'est pas d'interroger votre maman uniquement parce qu'elle est disponible. Ça vaut le coup d'interroger votre maman si elle correspond à la cible, aux personnes qui rencontrent un problème que vous cherchez à résoudre. Ce sont des entretiens qu'on appelle semi-directifs parce qu'en fait, ils sont directifs dans le sens où vous venez avec un certain nombre de questions, mais assez peu de questions qui sont des questions d'ouverture de conversation. Ils sont directifs parce que vous êtes là pour cadrer
tonalité, la teneur de l'entretien et les sujets de conversation, mais en fait, ils sont pas complètement directifs, ils le sont qu'à moitié, parce que le but, c'est aussi de se laisser surprendre et de voir où la conversation va vous mener, et d'être dans une situation d'adaptation par rapport à ce que la personne en face vous apporte. Ça rejoint le troisième point, qui consiste à fuir un syndrome que j'ai appelé le syndrome du chercheur d'or. Le chercheur d'or, c'est quoi? Si vous vous rappelez les images, quand on se représente un chercheur d'or à l'époque de la ruée vers l'or, c'est quelqu'un qui allait avec son petit ami dans la rivière et qui allait tamiser tous les cailloux qu'il trouvait dans la rivière en espérant trouver une toute petite pépite jaune qui s'appelait de l'or et qui avait beaucoup de valeur et qui allait pouvoir le rendre très riche. Donc il ne cherchait qu'une chose, c'est l'or. Le problème d'un chercheur d'or, c'est que potentiellement dans les pierres qu'il rejette à l'eau parce qu'elles ne correspondent pas à la description de ce qu'il cherche absolument, une pépite d'or, eh bien, dans ces pierres, il y avait peut-être des pierres précieuses, il y avait peut-être des diamants qui valaient certainement beaucoup plus que ces quelques pépites d'or et qui pouvaient l'enrichir beaucoup plus vite. Mais puisqu'il ne s'intéressait pas à toutes les pierres de la rivière, eh bien, il était voué à passer beaucoup de temps à chercher des micro-pépites d'or sur lesquelles il fallait passer beaucoup de temps avant de pouvoir vraiment s'enrichir. Ça veut dire que dans votre situation, vous ne devez pas absolument chercher à obtenir des réponses de votre interlocuteur qui viennent confirmer votre propre idée. Vous êtes là pour chercher des choses qui vont vous surprendre, qui vont en fait avoir énormément de valeur, alors que vous pensiez que la valeur était ailleurs. Et donc, c'est ça l'attitude de l'entretien exploratoire, c'est de partir du principe qu'on ne sait pas, et de partir du principe que chaque phrase de la part de votre interlocuteur a une valeur, que ça vaut le coup de creuser, même si ce n'était pas notre intention de départ de parler de ce genre de sujet. Ça suppose, pour ne pas être un chercheur d'or, ça suppose d'oublier sa propre solution, de s'en départir et de, évidemment, à nouveau, ne pas être amoureux de sa solution. Je passe quelques points, mais dans l'attitude de l'entretien exploratoire, ce qui est hyper important, c'est évidemment l'écoute active, la capacité à reformuler, à relancer, à rebondir, à explorer des choses. Et il y a des méthodes d'interrogatoire qu'on utilise en journalisme comme dans d'autres circonstances, des méthodes d'interrogatoire qui permettent d'obtenir des informations de qualité. Poser une seule question ne suffit pas pour obtenir une réponse de qualité. Par contre, faire l'usage de silence pour laisser et obliger l'interlocuteur à parler et à approfondir sa réflexion et à pousser sa réflexion plus loin, c'est un outil. La méthode des 5 pourquoi, je vous laisserai enquêter parce qu'on n'a pas forcément le temps de la dérouler aujourd'hui. La méthode des 5 pourquoi, c'est une façon aussi de creuser des réponses, des explications pour aller chercher la vraie raison derrière une raison de surface, une raison de façade. Le faux off, c'est-à-dire une méthode qui consiste à dire c'est bon, l'interview est terminée, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce qu'on a loupé des choses? C'est un faux off, c'est-à-dire qu'on est faussement en off de l'interview et en réalité, vous venez encore capter des informations qui vont être souvent plus précieuses dans ces 5 dernières minutes d'interview que dans 1 heure d'interview précédente. C'est une technique. Et puis les questions QQ au QCP, c'est-à-dire poser que des questions ouvertes de quoi, comment, quand, où, pourquoi, etc. Ce sont vos questions amies, les questions que vous devez privilégier quand vous ouvrez la conversation. On fuit les questions fermées dans un entretien exploratoire, mais bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est une méthode qui est extrêmement vertueuse et extrêmement efficace, et si vous ne faites pas ça, il est peu probable que vous sachiez réellement ce qu'ont les utilisateurs de votre future solution dans la tête, et il est peu probable que vous visiez juste le jour où vous développiez votre solution. La deuxième étape, elle consiste à analyser tous les inputs que vous avez captés durant la phase d'empathie pour définir le problème. Et là, on est dans une approche extrêmement analytique, presque une approche de chercheur. On a des verbatims à n'en plus finir, on a des heures d'enregistrement d'interview, on a potentiellement des données quantitatives à traiter. Là, c'est un travail de retranscription, de synthèse, de pondération, de priorisation, de suppression, enfin d'abandon de certaines informations qui nous semblent trop loin de ce qu'on recherche. L'objectif dans cette phase, c'est de refermer l'entonnoir, comme je vous ai montré dans le double diamant, et d'identifier la seule problématique urgente et douloureuse qui est commune à votre cible et que vous souhaitez résoudre et sur laquelle vous avez envie de travailler davantage. Vous avez pu potentiellement, avec des entretiens, avec des enquêtes en ligne, identifier différents problèmes, différentes situations qui mériteraient d'y retravailler, etc. Vous pourrez y retravailler plus tard, mais là, à ce stade, il faut simplifier, synthétiser, et c'est un travail assez long pour lequel on utilise des outils qui sont souvent des canevas qui nous permettent de structurer notre pensée, structurer notre analyse. Et là, on utilise le persona à nouveau, mais on utilise aussi, donc le persona, ça ressemble à ça.
C'est donc un portrait robot où vous allez vous poser un certain nombre de questions sur la personnalité de vos utilisateurs, de votre cible, sur leur motivation, sur leur façon d'interagir avec les solutions qui existent déjà, sur les problèmes qu'ils rencontrent, leurs objectifs, leurs centres d'intérêt, mais également leur façon de consommer. Bref, c'est une synthèse de toutes les informations que vous avez pu capter sur qui est votre cible. La carte alors, je ne vais pas rentrer dans le détail du personnage, je pense, parce que finalement, je ne suis pas sûr qu'on ait tant le temps que ça. En revanche, vous parlez de carte d'empathie. La carte d'empathie, c'est un autre canevas qui permet de synthétiser les informations qu'on a captées, mais plutôt orienté sur les émotions, les sources d'informations, ce que l'utilisateur entend, voit, perçoit, dit, fait. Là, vous le voyez, hein, on a mis l'utilisateur au centre du canevas, et le but, c'est un peu d'être dans la tête de l'utilisateur et de sentir quelles sont ses aspirations, ses problèmes, ce dont elle a besoin, ce qu'elle voit, et ce avec quoi elle interagit. C'est une autre façon, en fait, de retranscrire les informations que vous avez captées en phase d'empathie. Moi, j'utilise souvent l'arbre à problème, qui est une synthèse qui vous permet d'identifier, de travailler sur l'identification du problème et des causes et de ses conséquences, les causes étant les racines, les conséquences étant la végétation apparente, et le tronc et les branches. Et puis, on utilise souvent le canevas de la proposition de valeur. Ici, vous voyez à droite tout ce qui réfère à votre utilisateur, les tâches qu'il a à accomplir, les bénéfices qu'il cherche à en retirer et les problèmes qu'il rencontre lorsqu'il cherche à accomplir ces tâches. Faire ses courses est une tâche. Aller en grande distribution permet d'accomplir cette tâche et de potentiellement tirer un certain nombre de bénéfices, mais aussi de se retrouver dans des situations où on ressent des choses désagréables, l'ambiance du magasin, le manque de conseils et de personnel, la diversité de l'assortiment qui peut être pénible à analyser et pour pouvoir choisir son produit. Enfin bref, donc là c'est la partie de droite, et la partie de gauche que vous voyez à l'écran, c'est votre produit et la façon dont votre produit ou vos services répond, apporte, génère ses bénéfices et résout les problèmes que le consommateur rencontre. Donc, en synthèse, profil du client, spécificité de votre solution. Et puis, un outil qu'on utilise beaucoup, alors là, c'est juste un exemple, c'est pas un canevas. Il n'existe pas vraiment de canevas, il en existe, mais pas qui font référence sur ce qu'on appelle le Customer Journey Map, c'est-à-dire le parcours utilisateur, la carte du parcours utilisateur ou le chemin, le parcours utilisateur de votre cible. Là, ici, on est en anglais sur le parcours utilisateur d'un client d'hôtel. Vous voyez que la première étape, c'est de booker une chambre d'hôtel. Ensuite, c'est d'arriver à l'hôtel et de check-in. C'est la période où on est à l'hôtel. C'est la période où on quitte l'hôtel. Et puis, c'est l'après, le post-expérience, où l'hôtel va continuer à interagir avec vous. Et donc là, le parcours utilisateur, c'est un outil qu'on utilise pour essayer de capter tous les moments clés d'une expérience, de l'expérience de votre futur utilisateur, sur un produit qu'il utilise ou un service qu'il utilise pour l'instant, tant que votre solution à vous n'existe pas. Donc, je reviens sur l'idée, mon ambition initiale en 2015 de réinventer la grande distribution, ou en tout cas d'apporter une solution alternative. Eh bien, j'ai étudié le parcours utilisateur d'un client qui se rend en grande distribution, et je l'ai fait sur les différents types de distribution alimentaire qui existent, que ce soit la grande, la moyenne, la petite, la proximité, etc., pour essayer de comprendre comment ça fonctionne à partir du moment où le client a l'intention d'aller faire ses courses, jusqu'au moment où l'enseigne va peut-être envoyer un mail a posteriori pour savoir si l'expérience en magasin s'est bien passée. Et toutes les étapes par lesquelles le client ou l'utilisateur passe, ce sont des étapes qui sont importantes pour nous. Et donc, pour faire le lien avec ce que je vous ai dit sur l'entretien, l'interview ou l'entretien exploratoire, eh bien, en entretien exploratoire, on s'attelle à poser des questions sur l'expérience des personnes qu'on a en face de nous. Et donc, en entretien exploratoire, si je revenais en 2015, je poserais des questions du type: peux-tu me raconter exactement comment ça fonctionne dans ta vie, à toi, lorsque tu vas faire tes courses? Explique-moi, raconte-moi la dernière fois que tu es allé faire tes courses, à partir du moment où tu as décidé d'aller faire tes courses. À quel moment s'est produit le moment où tu as décidé de faire tes courses? Est-ce que c'est parce que tu as vu qu'il n'y avait plus de yaourt dans le frigo? Et raconte-moi tout en détail, je t'écoute, on a une demi-heure pour parler de ça. Voilà. C'est ça qui nous permet ensuite de définir un parcours utilisateur, donc un Customer Journey Map, et qui va nous permettre d'identifier les points de douleur, les émotions positives et négatives, les manques à combler, et c'est en travaillant là-dessus qu'on est capable d'identifier à quel moment il manque une solution, ou de quelle façon on pourrait imaginer repenser l'expérience. La troisième phase, vous vous rappelez, du design thinking, c'est la phase d'idéation. Donc là, c'est une phase où on est en divergence, c'est-à-dire qu'on ouvre les bras vers un certain nombre d'idées
Et là, on est dans une approche très créative où on va booster l'innovation, l'imagination, on va faire preuve d'intelligence collective, on va rassembler le plus de forces vives et d'esprit et d'imagination autour de nous. Donc, on va se rassembler, on va faire intervenir un certain nombre de personnes justement habilement choisies pour pouvoir co-créer. L'objectif, c'est de générer un maximum d'idées qui pourraient résoudre le problème qu'on a identifié à la phase précédente. D'accord? Là, le but, c'est la quantité d'idées, et non pas la qualité. On y viendra dans un second temps. Et là, on utilise des méthodes de brainstorming guidées. Alors, ce serait impossible de vous lister tout ce que l'on utilise comme technique en brainstorming guidé. Un brainstorming, vous le savez, c'est faire naître des idées à partir d'une problématique. Eh bien, en design thinking, on devient rapidement un artisan du brainstorming et on utilise tout un tas de techniques pour que le brainstorming pousse la créativité le plus loin possible et qu'on ne se contente pas des premières idées qui naissent, qui sont parfois intéressantes, mais pas toujours. On utilise des méthodes de visualisation de nos idées, des mood boards, des maquettes, des storyboards, etc. On utilise le mind mapping qui permet de relier les idées les unes entre elles. On utilise le co-développement donc pour faire émerger ce qu'on appelle l'intelligence collective, c'est-à-dire qu'on se réunit à plusieurs et on donne un rôle à chaque personne présente pour pouvoir faire naître un maximum d'idées. On utilise des outils comme les chapeaux de Bono, notamment dans ce genre de cas. Et en fait, on utilise surtout dans cette phase des post-it. Des post-it pour noter des idées, synthétiser des idées, mettre ça sur les murs, avoir une capacité à visualiser, ordonner, organiser les idées. C'est une phase hyper importante. Oui, Lionel, je vois que tu as levé la main. Oui, je pense que tu ne vois pas le chat. Donc, Kevin, Non. en fait, Merci. tu as posé une question, donc je te la lis. Oui, merci. Si je comprends bien, avec l'enregistrement des interviews exploratoires, je devrais remplir toutes ces fiches. Est-ce que finalement, il n'y en a pas certaines qui sont plus importantes que d'autres et qui suffiraient? Voilà. Je crois que tu Ok. lui as fait un peu peur par rapport au nombre de canvas à remplir. D'accord, ok. Alors, pour repréciser, je vais revenir en arrière. Merci, Kevin, de ta question, en tout cas, et de ton attention. Tout ça, ce sont des outils. Ce ne sont pas des indispensables, dans le sens où, là, on n'est pas dans un travail scolaire où il est nécessaire de remplir tout un tas de choses pour être sûr d'avoir bien fait le travail. Là, on est dans une phase, la phase d'immersion et la phase de définition, d'analyse, où il s'agit de choisir le bon outil par rapport à l'information et la donnée qu'on a réussi à capter en amont. Donc, si tu as fait d'abord une phase d'entretien exploratoire, donc des rendez-vous individuels, il y a des outils qui sont peut-être plus conseillés que d'autres. Le persona peut être intéressant. Moi, je suis pas un grand ayatollah du persona parce que je trouve que c'est très restricteur, très restrictif, enfin, très, je perds mes mots, mais très Restrictif. destructeur, non, restrictif, on va dire exactement. Mhm. Et le persona, c'est souvent un canevas par lequel on passe pour faire un portrait robot rapide de notre cible, parce que c'est intéressant d'avoir en tête toujours, à tout moment de l'innovation, quelle est notre cible. En revanche, c'est un outil qu'on a tendance à mettre à jour très régulièrement. À chaque fois qu'on apprend des nouvelles choses, on a tendance à visualiser avec plus de précision au fur et à mesure du process la personne à laquelle on pense quand on cherche à résoudre un problème, quand on cherche à développer notre solution. Moi, je dirais que si tu devais faire un choix, Kevin, la carte d'empathie, tu peux la laisser de côté dans un premier temps, c'est quelque chose que tu peux faire dans un second temps. L'arbre à problème, moi, c'est un outil que j'utilise, mais il faut un animateur pour t'aider, en tout cas t'aiguiller à travailler ce sujet. Je trouve que le Canva Value Proposition est un des plus essentiels à ce stade. Et je pense qu'en fait, il est le plus essentiel parce qu'il est souvent le plus préconisé. Mais en fonction de ton projet, en fonction de ton produit ou ton service, si on est face à une expérience d'achat ou autre, le parcours utilisateur me semble être quasiment indispensable pour pouvoir synthétiser la façon dont tes utilisateurs, les personnes que tu as interviewées ou rencontrées, procèdent pour résoudre leurs problèmes ou accomplir une tâche, comme je l'ai dit, faire ses courses, si imaginons tu veux développer une solution dans ce domaine-là. En travaillant sur ça, je pense que déjà tu poseras les meilleures questions en interview et que tu auras une vision claire de comment procèdent les gens aujourd'hui pour s'en sortir tant que ta solution n'existe pas. Et elles s'en sortent, les personnes s'en sortent toujours, on trouve toujours des solutions, mais parfois les solutions qu'on utilise, elles pourraient être bien plus simples
si un entrepreneur comme toi, Kevin, venait simplifier le process, simplifier l'expérience ou apporter un outil à un certain stade de l'expérience pour fluidifier l'expérience. OK? Donc voilà, simplement pour te répondre, ne cherche pas à tout faire. Cherche à utiliser l'outil qui va être le plus adapté pour restituer et synthétiser les informations que tu as captées. Et ça dépend vraiment des informations et de la mécanique que tu utilises en phase d'empathie et des outils que tu privilégies par rapport à d'autres. Est-ce Bon, que ça répond à ta question? a Et je vais priori, juste... Kevin te dit oui, parfait, j'ai bien compris. Super, j'en profite pour fermer la fenêtre parce que vous allez être dérangé par du bruit. Et bien parfait, si ça a répondu à ta question. Merci. Donc la phase d'idéation, je ne vais pas m'attarder dessus parce que ça c'est une phase très active où il faut être en situation avec souvent un animateur ou en tout cas quelqu'un qui joue le rôle de facilitation pour faire naître les idées et pour que toutes les personnes à une table, et quand je dis les personnes, là pour le coup vous pouvez faire intervenir votre entourage, vos collègues de bureau, de coworking, les autres entrepreneurs qui sont dans le même programme d'incubation que vous. C'est le moment où il faut juste rassembler un certain nombre de cerveaux et de façons de fonctionner et de penser différentes. Et donc là, vous pouvez faire intervenir des gens que vous imagineriez utilisateurs de votre solution. Ça serait vraiment intéressant, une très bonne idée dans un brainstorming. Mais en tout cas, c'est un moment où on fait naître le plus d'idées, le plus de pistes, le plus d'hypothèses possibles avec un certain nombre d'outils. Et là-dessus, vous avez énormément de ressources sur Internet pour pouvoir vous débrouiller déjà par vous-même, pour animer des brainstorming ou cadrer des ateliers de réflexion et de créativité. Et puis ensuite, vous pouvez faire appel à des facilitateurs. La 4e et 5e phase du design thinking, je vais juste remettre peut-être... Ah non, je ne l'ai pas juste sous la main, dommage. Juste pour vous rappeler que la 4e phase, c'était le prototypage et la 5e phase, le test. On peut rassembler ces deux phases dans la logique d'expérimentation, c'est-à-dire c'est le moment où on veut aller confronter nos hypothèses et nos idées au terrain. Et donc là, on est dans une approche de, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, test and learn. On essaye, on échoue un peu, on apprend et on itère, on améliore. Et donc on utilise des techniques d'A/B testing, on parle beaucoup de bootstrap, etc. Mais ça, peu importe ce qui est listé ici. L'objectif, c'est de créer un prototype, c'est-à-dire une version qui permet à quelqu'un de visualiser l'idée que vous avez en tête, de designer un certain nombre de prototypes pour pouvoir tester différentes hypothèses et, grâce à ça, de pouvoir confronter vos hypothèses à des avis objectifs de la part de personnes qui correspondent à votre persona, qui correspondent à votre cible. Là, j'ai listé quelques outils ensuite sur la slide, mais tous les outils sont vos amis dès lors qu'ils ne vous prennent pas beaucoup de temps pour développer votre prototype, dès lors qu'ils vous permettent de faire une landing page grâce au no-code, dès lors qu'ils vous permettent de faire une maquette, que ce soit avec des choses que vous avez matérielles ou une maquette papier si vous développez une application par exemple. Que ce soit des micro-événements à travers des pop-up stores, à travers des micro-expériences, des interventions en salon pour exposer des premiers prototypes, etc. Tous les outils sont bons dès lors que vous êtes en capacité de confronter vos idées et vos hypothèses très rapidement. Et quand je dis très rapidement, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 1 mois grand maximum, mais surtout pas plus. Sachez que le design thinking, parfois, on le travaille sous la forme d'un design sprint et on est en capacité de développer des prototypes en 1 jour. Parce qu'on fait toutes les 5 étapes en 5 jours, en 1 semaine. Donc voilà, vous avez énormément d'outils sur Internet disponibles. Je pense que je l'ai mis un peu plus loin. Je vais mettre ici juste quelques captures d'écran, 3 captures d'écran de 3 entrepreneurs, plus ou moins, qui ont fait des prototypes, voire des POC, voire des MVP. Et là, on parle de notions qui sont toutes un peu liées, interprétées de plein de façons, donc je vais juste y revenir après. Là, ce que je vous affiche, en haut à gauche, vous voyez la billetterie de Pierre Thévenoud. Pierre Thévenoud, c'est un humoriste. Et ça, ce qu'il affiche, ce que je vous affiche là, c'est un outil qu'il a utilisé gratuitement sur Internet qui s'appelle Linktree, qui permet d'afficher de manière assez design, assez propre, un certain nombre de liens de redirection vers des plateformes d'achat de billets pour ses spectacles. Pierre Thévenoud, ça, c'était une capture d'écran que j'ai prise il y a 1 an, je pense. Aujourd'hui, un peu plus connu, un peu plus de notoriété, un peu plus produit, donc un peu plus d'argent. Peut-être qu'aujourd'hui, il est en capacité, et peut-être qu'il l'a fait, de faire un site internet incroyable, visuel, dynamique, etc. En tout cas, il y a 1 an, il utilisait encore ça pour vendre ses places.
avec un lien qui était juste présent dans la signature de son Instagram, et c'est tout. Mais ça, c'est une façon de très vite vendre, de très vite mettre en place en tout cas une solution, sans passer des mois, voire des années à développer une solution, en se disant qu'est-ce qui existe aujourd'hui pour que je fasse ça de manière simple et bien. Better done than perfect. Il l'a fait plutôt que d'attendre que ce soit parfait et que ça ait la gueule qu'il imaginait quand il s'imaginait sur un site internet, son site internet à lui, en tant qu'humoriste reconnu. En bas à gauche, une capture d'écran de Maxime Barbier, qui est un entrepreneur, serial entrepreneur et également coach à ses heures, qui a mis en place un Calendly. Calendly, c'est un outil qui permet de reproduire un peu l'expérience de Doctolib quand vous réservez un rendez-vous en ligne, mais qui permet de le faire pour soi, en tant que coach, en tant qu'intervenant, en tant que prof de pilates, etc. C'est un outil gratuit, enfin, dont certaines fonctionnalités sont gratuites, et qui vous permettent de mettre en place une expérience utilisateur hyper clean, hyper efficace, où n'importe qui peut réserver un créneau chez vous, dans votre agenda, en ligne, avec un processus de mécanique de notification par email, de rappel de rendez-vous, etc., où vous n'avez rien à faire, vous avez juste à utiliser une solution gratuite. Donc ça se met en place en 30 minutes. Voilà. Aujourd'hui, et moi je l'ai fait en tant que coach, n'importe qui peut prendre un rendez-vous en un clic sur mon Calendly. Calendly, j'ai pris 10 minutes pour le faire. Voilà. Ce sont des solutions qui existent pour rapidement mettre en place une expérience sans forcément passer du temps à la développer. Et voilà ce que je voulais dire sur la partie expérimentation. Très sincèrement, il y aurait énormément de choses à dire sur cette partie. Je ne sais pas à quel stade vous en êtes derrière votre écran, donc j'aurais aimé interagir avec vous pour qu'on en parle très concrètement. Mais voilà, sachez que c'est une phase où on cherche à construire très rapidement notre hypothèse, à la rendre visuelle ou palpable, voire même utilisable de manière très embryonnaire, et où le but, c'est de vérifier la compréhension des gens qu'on a en face, qui testent ou qui observent notre solution, et voir leur ressenti, capter du feedback pour pouvoir améliorer la prochaine étape de construction de notre prototype. Il y a une notion clé qu'on entend, qui est souvent évoquée dans le monde entrepreneurial, c'est le MVP, le Minimum Viable Product. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça à ce stade. J'aime bien cette image parce que ce donut que vous voyez tout en bas, hyper joli, avec un glaçage au chocolat et un topping, qu'on pourrait retrouver dans des enseignes de pâtisserie industrielle, eh bien, en amont, on a le Minimum Viable Product qui est un donut, puisque finalement, les enseignes qui vendent des donuts hyper travaillés avec de la chantilly et tout un tas de toppings, bah, à la base, ils font du donut. Leur métier, c'est de faire du donut. Et donc, c'est leur produit, le produit, la version la plus simplifiée du produit et de l'expérience qu'ils vendent. Et puis, en amont, vous voyez, il y a le prototype, bah, c'est un dessin. Et souvent, le prototype, c'est un dessin, c'est une maquette. Pardon? C'est quoi ma blonde? Ah, il y avait une question? Ah oui, Non, je pense que tu entends une conversation à côté de moi. Je vais couper mon micro. D'accord. Ok, pas de souci. Voilà, donc simplement cette image. Ce qu'on appelle le Minimum Viable Product, c'est un produit fonctionnel. Donc c'est un produit qui est l'aboutissement de votre phase d'expérimentation du design thinking. C'est un produit que vous avez réussi à développer de manière pour qu'il soit fonctionnel, qu'il soit juste assez abouti pour que vous puissiez commencer à le mettre dans les mains de vos futurs utilisateurs et commencer à commercialiser votre offre. J'aime bien l'image qui est juste en dessous, qui permet de visualiser exactement ce que c'est un MVP. Un MVP, c'est pas la ligne du haut, c'est la ligne du bas. La ligne du haut, c'est quelqu'un qui se dit, il faut que les gens achètent des voitures pour se déplacer. Ils se déplaceront plus vite, en sécurité, en tout confort. Ils pourront transporter leurs valises, etc., etc. Si vous ou moi, on était les inventeurs de la voiture, ça nous prendrait beaucoup de temps. Si on remonte à l'époque, il y a 200 ans, à l'invention de la voiture, peut-être un peu moins de 200 ans tout de même, mais pas loin. Il nous faudrait beaucoup de temps. Vous êtes entrepreneur, vous n'êtes pas forcément des techniciens de tout, mais vous avez ce rêve de vouloir construire un produit, vous l'avez en tête, vous le visualisez. OK. Deux chemins s'offrent à vous. Soit le chemin de la complexité, je développe j'ingénierise mon idée et je vais trouver des partenaires, je vais trouver du financement pour que dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, mon idée puisse sortir sur le marché et être vendue. Et donc, au début, je vais devoir travailler beaucoup en amont avant de pouvoir financer ne serait-ce que le premier
pneus, et ensuite la structure, le moteur, toutes les pièces de la voiture pour pouvoir monter une voiture et assembler une voiture. Ou alors, je peux me dire, pourquoi je veux créer une voiture? Peut-être pour aider les gens à se déplacer. Ok, je vais aller questionner un certain nombre de personnes pour comprendre pourquoi ils ont besoin de se déplacer, où est-ce qu'ils ont besoin de se déplacer, comment ils se déplacent aujourd'hui, qu'est-ce qui leur pose problème dans leur façon de se déplacer, etc., etc. Donc là, vous l'avez compris, c'est la phase d'enquête. Et puis, en fait, le MVP, c'est quoi? C'est de réussir à mettre dans les mains de quelqu'un qui va tester pour vous le produit une version qui a parfois rien à voir avec le produit final, mais qui permet de délivrer la valeur que vous cherchez à délivrer in fine. Une voiture, c'est fait surtout pour se déplacer. Eh bien, la première étape, peut-être, c'est de couper une planche en bois, d'y fixer quatre choses assez rondes qu'on va appeler des roues, et de faire un skateboard. Mais le skateboard, c'est votre MVP. C'est-à-dire que vous allez être en capacité de mettre un skateboard dans les mains de la personne et de lui dire, déplace-toi, ça ira plus vite qu'à pied. La personne vous allez l'observer, se familiariser avec l'objet, essayer de comprendre comment ça fonctionne. Elle va finir par comprendre comment utiliser ce skateboard. Et vous allez la laisser interagir avec votre produit et l'utiliser pendant une semaine. À la fin de la première semaine, elle va vous expliquer comment elle s'en est sortie. Qu'est-ce qu'elle a réussi à faire et à ne pas faire. Alors, elle va vous dire que ça va effectivement plus vite, mais par contre, très dur de prendre les trottoirs, on est très fatigué d'une jambe, j'ai failli tomber plein de fois, je suis même tombé, je me suis fait mal, etc., etc. Donc, la vitesse est limitée, le confort est limité, bref, c'est assez dangereux. Il me manque quelque chose pour me sécuriser. Ok, on va planter un mât dans ce skateboard, un deuxième perpendiculaire, et on va appeler ça une trottinette. Ça va vous permettre de vous tenir, puisque votre problème à ce stade, au bout d'une semaine, c'est la sécurité. Ok, j'utilise la trottinette, je suis plus en sécurité, je suis plus stable, je suis pas tombé. Par contre, j'ai toujours les mêmes problèmes sur les trottoirs, parce que les roues sont beaucoup trop petites. Ok. Donc, en fait, c'est la capacité à accéder aux différentes situations, en tout cas à surmonter différentes situations. Peut-être que je vais faire des roues plus grandes. Et peut-être que tu m'avais dit que c'était pas très confortable parce que c'était très vite fatigant. Peut-être que je vais mettre quelque chose pour te reposer. Je vais trouver une solution pour te reposer. On va appeler ça un vélo. Il y aura une selle, on va pouvoir s'asseoir dessus. Il y aura des pédales pour pouvoir créer une dynamique, une inertie et une capacité à prendre plus de vitesse plus facilement sans forcer. Et puis des grandes roues pour réussir à surmonter certains obstacles que tu ne pouvais pas surmonter avec une trottinette. Bref, on peut continuer l'expérience jusqu'à la voiture. Tout ça pour vous dire que à tous les stades de l'expérience, vous êtes tout le temps en train de mettre entre les mains de la personne quelque chose qui répond à son besoin, qui est de se déplacer. Mais de manière imparfaite au début, très très imparfaite au début, et progressivement de plus en plus parfaite, parce que vous allez réussir à ajouter des fonctionnalités, des outils, et à améliorer l'expérience pour qu'in fine, l'ensemble de l'expérience se passe parfaitement et que vous soyez capable de vendre cette voiture très chère. Ben, c'est ça le minimum viable product, c'est votre skateboard de départ, c'est-à-dire de mettre le plus vite possible entre les mains de votre cible une sorte de solution fonctionnelle qui commence déjà à lui rendre service et qui vous permet de commencer à entretenir, à créer un lien commercial avec votre cible et de lui apporter de la valeur. Voilà. Moi, j'ai tendance à penser que c'est ça le MVP. Il y a un exemple que j'aime bien et on va presque terminer là-dessus. La Sagrada Familia est une sorte de MVP du bâtiment, est une cathédrale donc à Barcelone, créée par l'architecte Gaudi. C'est un des ouvrages, un des rares ouvrages au monde qui n'est pas terminé depuis 150 ans. Il est très rare d'avoir un édifice comme ça qui est pas terminé depuis 150 ans, mais qui, et c'est sa spécificité, qui est visitable et dont on peut profiter de l'incroyable génie de Gaudi dès le premier jour. Dès le premier jour où la structure a commencé à émerger et à sortir des plans de Gaudi. C'est un processus, en fait, qui a été planifié comme ça, de construction, qui a permis de faire émerger au plus vite ce bâtiment, avec les codes esthétiques, la construction, l'innovation dont il a su faire preuve, tout en rendant cet ouvrage certes inachevé, mais dont les visiteurs peuvent profiter au quotidien depuis 150 ans. Et il paraît que la Sagrada Familia serait terminée en 2026, mais je crois que ça fait longtemps qu'ils promettent de terminer la Sagrada Familia. Donc c'est une sorte de MVP dans la vie de tous les jours, en tout cas dans des situations où on ne l'imagine pas. Un contre-exemple, non, un contre-exemple, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais un contre-exemple, vous irez fouiller sur l'histoire de Juicero, qui est une start-up
complètement incroyable dans le sens où ils ont levé 120 millions d'euros pour faire une machine qu'on pourrait comparer à des machines comme des Nespresso, le Nespresso du jus de fruits, et qui en réalité était une énorme supercherie lorsque les utilisateurs se sont rendus compte qu'ils n'avaient absolument pas besoin de la machine qui coûtait 700 $ pour pouvoir presser eux-mêmes avec leurs mains les poches de jus de fruits pour se faire des jus. Bah là, c'est le contre-exemple. On passe des années à développer, à faire de la R&D, on donne l'illusion qu'on est face à une innovation, alors qu'en fait, l'utilisateur final sera toujours beaucoup plus intelligent que vous sur la façon dont il veut lui-même se faire sa propre solution, et ce dont il a besoin, c'est peut-être pas d'une machine, c'est juste les poches de jus à presser dans son verre. Voilà, je terminerai juste sur ça. Cette phrase d'Einstein: si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à définir le problème et seulement 5 minutes à trouver la solution, parce que je veux vous inciter à remonter en arrière dans votre phase de construction d'idées et de produits et de services, et à dédier beaucoup de temps, beaucoup plus de temps, d'attention et d'énergie dans la phase de compréhension du problème que vous cherchez à résoudre avec votre idée entrepreneuriale. Si vous réussissez à faire ça, il y a de fortes à parier que la solution deviendra beaucoup plus évidente et que le moment où vous allez développer votre solution, elle fera mouche parce qu'elle correspondra parfaitement au problème que vous cherchez à résoudre. Voilà. Merci, Hugo. Est-ce que Kevin, Lionel et Fatima ont des questions? Merci. On va laisser Merci Kevin. Hugo. Ouais. Alors, Kevin, est-ce que tu as des questions? Tu peux les mettre dans le chat. Pas de questions, Non, merci visiblement, beaucoup. tu as été très clair, Hugo. J'ai non. abordé un certain nombre de choses, mais évidemment, tout aurait pu être beaucoup plus creusé, tout mériterait une demi-heure de plus. Oui. En tout cas, les Alors, sujets d'entretien exploratoire, les canevas, etc. sache que Kevin et tous ceux qui verront le replay ont bénéficié d'un atelier lors du dernier campus sur l'effectuation appliquée au prototypage. Donc, D'accord, l'objectif super. était, à travers le design thinking, d'apporter un certain nombre de clés complémentaires et surtout de faire un lien. Justement, j'ai bien aimé quand tu as insisté sur l'importance de l'itération, de faire un lien avec les étapes préalables du parcours de Start for Good, qui sont donc les étapes 2 et 3 du parcours, qui sont donc celles de la définition de la théorie du changement et de l'impact gap, et celles de l'étude d'opportunité à réaliser sur le terrain avec, entre autres, des entretiens exploratoires et des focus group. Et donc, cette étape qui est l'étape suivante, c'est du prototypage en utilisant l'effectuation, pardon. Mais voilà, ta masterclass avait l'avantage de proposer une vision systémique et itérative de l'ensemble de ces 3 étapes qui finalement se nourrissent mutuellement. Et comme tu l'as très bien expliqué au départ, c'est un cercle vertueux qui ne s'arrête jamais. Tout à fait.